Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Hiver 2024-2025, professions intermédiaires, la grande déqualification, 3 tables rondes à podcaster, enregistrées en public à Montreuil. Voilà un groupe socio-professionnel, pour reprendre le terme de l'INSEE, qui en nombre est le deuxième en France, juste derrière le groupe employé, qui est en constante progression depuis 40 ans et qui se révèle absolument central dans l'organisation du travail, mais qui pourtant est tout à fait méconnu du grand public, voire de ses membres eux-mêmes qui n'ont pas toujours conscience qu'ils y appartiennent. J'ai nommé les professions intermédiaires, qui arborent fièrement le numéro 4 dans la nomenclature INSEE, niché entre les cadres d'un côté et les employés ouvriers de l'autre, quelques 7 millions de personnes, dont une majorité de femmes dans des métiers extrêmement hétéroclites, qu'ils et elles soient comptables, infirmières, professeurs des écoles, techniciens, etc., etc. Alors dans ce premier temps, on va déjà voir de quoi et de qui il s'agit, pourquoi cet angle mort, quel est leur sort, quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce que les professions intermédiaires, les PI nous racontent sur le travail aujourd'hui. Autour de cette table, nos 4 invités. Bonjour Cyril Dallois. Bonjour. Secrétaire national de l'UGIC CGT, en charge notamment de la vie syndicale. À côté de vous, Jean-Paul Cadet, bonjour. Bonjour. Ingénieur de recherche au CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Vous entamez une nouvelle étude sur les professions intermédiaires qui fera suite à celle qui avait été réalisée au début des années 2010. Toujours côté recherche, Philippe Diribarne, bonjour. Bonjour aussi. Sociologue, anthropologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez notamment publié Le Grand Déclassement, c'était en 2022 chez Albin Michel. Et puis Philippe Denimal, bonjour. Bonjour. Sociologue du travail, consultant, votre dernier livre Valoriser les emplois, reconnaître le travail est paru en novembre dernier aux éditions HD. Merci à vous 4 d'être avec nous. Vous savez que quand vous préparez un cycle sur les professions intermédiaires, si vous êtes un peu hors du milieu des spécialistes ou si vous parlez avec des gens qui sont hors du milieu des syndicats, on vous demande immédiatement mais qu'est-ce que c'est que les professions intermédiaires? Déjà, voilà une excellente raison d'y consacrer 3 tables rondes. Cyril Dallois, on va s'y attarder dans un instant. Je voulais d'abord vous demander, Cyril, pourquoi l'UGIC a fait 2024 son année des professions intermédiaires, initiative qui se prolonge en 2025, Cyril Dallois. Déjà situer ce qu'est l'UGIC, l'Union Générale des Ingénieurs Cadres Techniciens au sein de la CGT. C'est une organisation, une structure qui a vocation à travailler avec les salariés à responsabilité, salariés qualifiés, donc les collèges 2 et 3, catégories A et B de la fonction publique, c'est-à-dire de l'ingénieur cadre jusqu'au technicien agent de maîtrise, avec tout ce que ça représente. Et c'est une longue histoire au sein de la CGT, puisque l'UGIC, créé en 63, intègre la dimension technicienne et profession intermédiaire en 1969, qui permet de passer de l'UGIC à l'UGIC. Et à partir de là, on n'a jamais cessé de travailler sur les conditions réelles de travail et les préoccupations de ces catégories de salariés. Donc si on regarde cette trajectoire, on s'aperçoit... C'était historiquement cette idée de ne pas diviser le salariat, et l'UGIC est souvent résumé un peu hâtivement comme la CGT des cadres. Non, des cadres, ingénieurs et des professions intermédiaires. C'est ça, il y a une sorte de réalité naturelle à ce qu'aujourd'hui les professions intermédiaires techniciennes, y compris cadres et ingénieurs, puissent trouver au sein de la CGT une organisation à partir de laquelle réfléchir sur leur situation de travail, les revendications qui leur correspondent et surtout les moyens d'agir pour satisfaire à ces revendications. Donc c'est cette longue trajectoire qu'on poursuit d'année en année depuis 10 ans à travers un baromètre tech, techniciens sur les professions techniciennes intermédiaires qui nous permettent en fait d'avoir une photographie assez réaliste de ce que ressentent ces catégories de professions et qui nous permettent aujourd'hui de juger qu'il y a une grande stratégie d'effacement qui se met en œuvre, qui ne dit pas son nom, et qui fait qu'on est dans un univers où on n'est pas ouvrier employé, on n'est pas cadre ni ingénieur, et on est dans un espèce d'angle mort qui contribue justement à effacer beaucoup de réalités. Et quand on regarde cette trajectoire, on s'aperçoit que la mécanique du déclassement qui passe par le salaire, qui passe par l'absence de reconnaissance des qualifications, elle joue à fond contre ces catégories. Et pourquoi alors en faire de 2024 l'année des professions intermédiaires, et comment ça se prolonge en 2025 ? Il y a plusieurs signaux en fait qui apparaissent, notamment on va dire la négociation sur la branche métallurgie
qui n'est pas exclusive, mais en tout cas qui est quand même assez singulière dans le paysage des classifications dans l'univers de l'économie, mais de l'industrie en particulier, et qui a formalisé la disparition de ces catégories au profit d'une séparation du salariat entre cadres et non cadres, et donc qui participe à invisibiliser cette catégorie de professionnels, et donc qui, d'une certaine façon, efface l'ensemble des mécanismes qui, aujourd'hui, sur ces professionnels, contribuent à les dévaloriser, à ignorer leurs conditions réelles de travail et, en quelque sorte, à continuer à mettre en place une mécanique d'exploitation qui est aujourd'hui pas suffisamment sur la place publique, pas suffisamment explicitée, y compris des fois par les catégories concernées elles-mêmes, et donc de remettre ça dans l'univers des relations sociales, des discussions, que ce soit des négociations ou que ce soit l'ensemble des activités, des actions syndicales qu'on peut mener dans les entreprises. Et l'autre chose qui nous a paru aussi important et qui nous a donné en quelque sorte raison sur l'année 2024, année des professions intermédiaires, c'est aussi ce qui s'est passé avec les élections législatives, où on voit que dans la progression du vote d'extrême droite, les catégories professions techniciennes intermédiaires ont connu une forte progression, ce qui laisse quand même penser, qui valide l'idée qu'il y a ici un grand enjeu dont on ne peut pas s'éloigner, enfin en tout cas qu'on ne peut pas occulter. Jean-Paul Cadet, vous voyez, finalement, je suis un peu académique pour un journaliste. Je commence par une question de définition. Quand on parle d'angle mort, c'est voilà, cette définition par la négative, par défaut des professions intermédiaires. Ce ni-ni, comme l'a dit Cyril Dalloy, donc qui sont ni cadres, ni ouvriers employés. Est-ce que néanmoins, il n'y a pas une pertinence de cette notion de profession intermédiaire en ce qu'il y a une intermédiation dans ces métiers, dans l'organisation du travail, à savoir qu'ils sont dans des niveaux intermédiaires? Oui. La notion d'intermédiation n'a pas été inventée pour rien. En fait, les professions intermédiaires, elles occupent une place, on peut dire, centrale, stratégique dans le fonctionnement des organisations. En fait, elles réalisent en fait des missions autour des questions de coordination, de supervision, de mise en œuvre. Elles permettent d'opérationnaliser en fait des décisions qui ont pu être prises en amont par les directions, par des ingénieurs, etc. On peut prendre l'exemple des techniciens. Que font les techniciens et les techniciennes? En fait, ils ou elles traduisent des concepts techniques en fait en actions concrètes. Elles mettent de l'huile, ils ou elles, pardon, elles mettent de l'huile dans les rouages des dispositifs techniques et des machines, ce qui permet leur fonctionnement. En plus, on peut dire que ces professions intermédiaires, elles ont une fonction aussi de relais, même de médiation. Par exemple, les professions commerciales, c'est clair, je veux dire, elles font le lien entre les entreprises et puis les marchés, en gros. Et puis, on peut donner aussi l'exemple des professions intermédiaires de la fonction publique, de la santé, de l'enseignement. Que font ces personnels? Eh bien, en fait, quelque part, ces personnels jouent un rôle d'interface entre les politiques publiques et leur mise en œuvre concrète sur leur terrain grâce à leur professionnalité et grâce à la proximité nouée avec les usagers. On peut ajouter aussi que les professions intermédiaires, elles jouent un rôle clé aussi dans les transformations en fait, des organisations du travail. En fait, non seulement elles sont concernées directement par ces innovations, dans le cadre de leur activité, mais elles sont aussi souvent les vectrices en fait, de ces transformations. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui nous avait poussé à choisir cette catégorie au début de la décennie 2010, lorsqu'on a lancé une recherche sur les professions intermédiaires. C'est parce qu'elles sont un peu le miroir en fait, des transformations du travail. Et puis pour l'anecdote, oui, des catégories socio-professionnelles, des métiers très variés, je me suis rendu compte en reprenant ce sujet que les ministres du culte, selon l'INSEE, en faisaient également partie, c'est-à-dire le clergé. C'est peut-être moins de ça qui va être question aujourd'hui, mais peut-être un mot sur votre précédente étude, Jean-Paul Cadet, d'il y a une dizaine d'années. Oui, parce que en fait, bien sûr, le travail a continué à se transformer. Et donc là, en fait, on va lancer une nouvelle étude. Elle va commencer lundi, pour être précis.
Et cette étude, elle va porter sur les spécificités, les contenus et les modalités de reconnaissance. Le terme reconnaissance est vraiment important pour les professions intermédiaires, dans le contexte des transformations actuelles du travail. Le projet va s'appeler PRISM, professionnalité et reconnaissance des professions intermédiaires en situation de mutation, justement pour prendre en compte un peu la manière par laquelle les transformations du travail, digitalisation, intelligence artificielle, écologisation, etc., comment ça va impacter un peu le positionnement des professions intermédiaires. Voilà. Donc ça va nous permettre un peu d'actualiser et de renouveler nos analyses réalisées au début de la décennie 2010. Philippe Diribarne, vous avez développé, dans ce livre que je citais, Le Grand Déclassement, vous avez développé cette idée de déclassement. Votre thèse, c'est qu'il y a une forme de perte de sens collectif au travail, un déficit de reconnaissance, en parallèle avec, dites-vous, un déclin du rôle de la France sur la scène internationale. Les professions intermédiaires, on va y venir, mais peut-être d'abord, à quel point la question du déclassement, elle est importante en France, et est-ce qu'elle touche tout le monde de la même manière ou de façon inégale ? Chez Frappant, d'abord, c'est dans les enquêtes internationales, on voit bien que cette souffrance travail, la question de déclassement est particulièrement importante en France. Et une raison, je me rappelle, il y a pas mal d'années, j'avais beaucoup consulté les travaux du CEREC qui étudiaient les rapports entre le niveau de sortie de l'appareil éducatif et le niveau d'accès à l'emploi. Et j'avais demandé au CEREC de me fournir des études dans d'autres pays qui étudiaient le même phénomène. Et le CEREC m'avait répondu non, que ces études n'existaient pas, que dans d'autres pays, la question du travail était abordée de toute autre façon. Aux États-Unis, on parlait du capital humain, etc. Et donc cette question, si vous voulez, du déclassement est une question extrêmement centrale en France. Alors pourquoi ? Parce que la question, je dirais, universelle, et que bien sûr les syndicats traitent de manière privilégiée, qui est de comment concilier la situation d'un travailleur dépendant d'une entreprise, d'un patron, de clients, etc., avec la figure du citoyen libre et égal à tous ses concitoyens d'une société démocratique, qui a été, disons, à la source de la question sociale dans tous les pays occidentaux, depuis déjà la fin du XVIIIe, tout le XIXe, le XXe, etc., a reçu des solutions très différentes, disons, selon qu'on est, par exemple, en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Alors, pour se borner, si vous voulez, à la situation française, la solution, disons, qui a été trouvée à cette question a mis, et en particulier, très spécialement, pour les cadres, a mis l'accent sur le métier. Et sur le métier, disons, à la fois le métier comme source de, j'allais dire, de privilèges, en prenant ce sens, disons, comme ce qu'on n'a pas le droit de vous demander de faire, et comme source de devoir. Et au fond, le monde du travail français à tous les niveaux, pas seulement au niveau, disons, des professions intermédiaires, mais aussi à au niveau vraiment des dirigeants, mais aussi au niveau vraiment les plus modestes, au niveau ouvrier, est très, très centré sur cette idée de fierté du travail. Disons, on fait quelque chose parce que c'est notre métier, on est compétent dans notre métier, on est respecté dans notre compétence, et cette compétence, disons, n'est pas celle, disons, de gens d'autres métiers. Pour donner juste un tout petit exemple, si vous voulez, je vais prendre par exemple la SNCF, fait transporter des trains en coopération avec Bundesbahn qui vont de France en Allemagne. Eh bien, le contrôleur est également amené à servir des petits déjeuners. Et on voit que ce sont les Allemands qui font ça. Disons, les contrôleurs français considèrent non, que ce n'est pas leur métier, qu'ils veulent un métier. Alors, cette représentation du métier, qui par ailleurs, pour les cadres, a été très très mise en valeur dans les années 30, si vous voulez, quand a été créée au fond l'image du cadre, l'idéologie du cadre, en partant de l'image de l'officier, qui lui n'est pas seulement au service d'un patron, mais au service de la patrie. Et quelque chose dont il s'est très très fort affirmé et qui a joué un très grand rôle, si vous voulez, qui était dans les années qu'on a appelées les 30 glorieuses, si vous voulez, quelque chose qui a été très très respecté. Et alors ceci... justement, oui. Justement, si j'ouvre mon numéro là, de la revue Option à la page 30,
de son traditionnel abécédaire qui est à chaque numéro à la lettre D et G, donc déclassement. Et je lis qu'il s'agit d'une expérience individuelle, mais aussi d'une réalité sociale collective. Et qu'au cœur de ce phénomène, la dégradation généralisée des perspectives de mobilité sociale occupe une place importante, tout comme le fait d'être plus diplômé que la moyenne pour son emploi, et puis le décalage avec la rémunération. Votre avis sur cette façon de présenter le déclassement et votre manière de faire? Il y a deux grands aspects dans le déclassement. Il y a celui, si vous voulez, que vous venez de souligner, alors que, disons, cette correspondance qui paraissait légitime entre le niveau de formation et le niveau d'accès à l'emploi a été largement détruite, mais je dirais détruite par un phénomène mécanique qui est l'extrême élévation du niveau de gens formés à un niveau élevé. On voit, disons, dans certaines formations, par exemple, Bac plus 5, dans lequel seulement 30% de l'ordre du tiers accèdent au statut de cadre, disons, à la sortie, avec, disons, d'énormes contrastes entre des personnes qui ont, en principe, le même niveau de formation. Si on prend, si vous voulez, les Bac plus 5, si on prend les salaires d'entrée dans l'entreprise pour des Bac plus 5, suivant le type de Bac plus 5 dont il s'agit, on est dans un rapport de 1 à 3. Selon que vous prenez un Bac plus 5, titulaire d'un master, disons littéraire, ou un polytechnicien entrant dans l'industrie, voilà, le rapport du salaire d'entrée est de 1 à 3. Alors, ce qui donne effectivement à ceux qui sont les plus maltraités une impression de déclassement. Puis il y a un autre aspect dont peut-être vous allez parler à propos des questions de grille de qualification, etc., qui est quand même la mise en cause de la logique du métier. Moi, j'ai été très frappé, si vous voulez, à propos, disons, des discussions dans la métallurgie sur la nouvelle, l'idée qu'au fond, le métier, c'est ringard. Que maintenant, voilà, on a des compositions de compétences, mais qui n'ont rien à voir. Et il me semble qu'il y avait même une remise en cause, disant oui, ces repères traditionnels du métier, vraiment, on n'en veut plus. Bon. Alors que ces repères, justement, jouent un rôle fondamental dans le sentiment d'être respecté, un sentiment de dignité, et dans le sentiment que l'on est quelqu'un, si vous voulez. Au fond, le sentiment, si vous voulez, lié à la mise en cause de la logique du métier au profit de la logique managériale, en disant on dépend d'un manager qui va vous fixer une série de tâches, mais une série de tâches, c'est pas un métier. Correspond et entraîne le sentiment de dire mais au fond on n'est plus rien. Justement, cet effacement de la logique du métier, on est peut-être en plein dans cette question de l'angle mort, Philippe Denimal. Est-ce que, à propos d'angle mort, on peut y voir un écho dans le fait bien que les professions intermédiaires disparaissent parfois en tant que telles de certaines conventions collectives. Évidemment, l'emblématique convention collective de la métallurgie qui a été récemment renégociée, qui ne parle plus. Alors là, on n'a plus que les cadres et les non-cadres. Philippe Denimal. Oui, le métier, c'est ringard. Je ne suis pas sûr, mais dans la grille de la métallurgie au hasard, il est question de prendre en compte dans l'évaluation, dans la valorisation des emplois, l'emploi réellement tenu. Pour moi, ça, c'est une valeur qui vaut quelque chose. L'emploi réellement tenu, c'est ce que les gens font concrètement, ce qui se passe réellement au pied des machines ou des ordis, et c'est une vraie valeur. La difficulté avec la notion de métier aujourd'hui, c'est qu'elle est moins évidente qu'hier. De toute évidence, il y a 50 ans, on pouvait davantage, avec plus de facilité en tout cas, identifier une formation, un métier relativement homogène dans toutes les configurations d'organisation des entreprises en question. C'est moins vrai aujourd'hui. On a des configurations d'emploi, des manières de réaliser son métier, si on reste sur cette logique-là, qui sont très diverses. Face à cette diversité, la réponse technique, la réponse au sens de ceux qui pratiquent ou ceux qui... les techniciens, pour ne pas faire de jeu de mots, les techniciens de la classification doivent adopter, c'est qu'est-ce qu'on valorise du coup? Si on ne peut plus valoriser un métier qu'on a décrit préalablement au sein d'une branche parce qu'il y a une telle diversité qu'on n'est plus en capacité de le faire, qu'est-ce qu'on fait?
si on se rapproche de l'emploi réellement tenu, alors on a des chances de ne rien occulter, de ne pas passer... Ce que vous décrivez, c'est une complexification des métiers. Oui, alors sur cette complexification... C'est pas l'effacement des métiers, finalement. On a un phénomène de ciseaux, en fait, que décrit bien Jean-Paul Cadet dans son article dans Options. C'est-à-dire qu'on a à la fois cette question de la plus grande technicité de ces métiers, de ces professions intermédiaires, indubitablement, c'est évident, et qui est attestée par des compétences, des connaissances, des diplômes, le cas échéant, mais pas seulement. Et donc le fait même de se pencher sur la réalité du travail va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au moins, cette technicité-là, si on reconnaît vraiment, comme c'est l'esprit du texte de la métallurgie, et le texte lui-même du reste, parfois c'est mal appliqué, okay, mais si on s'en tient au contenu d'emploi réellement tenu, réellement effectué, alors on ne voit pas comment est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas de nouvelles technicités, de nouvelles compétences, des acquis au fil du temps par les salariés en question. Et puis le phénomène de ciseaux, il y a ce second phénomène, c'est-à-dire un phénomène qu'on connaît bien, qui est malheureux dans les entreprises, de surqualification. C'est-à-dire que le métier lui-même, l'emploi, ne nécessite pas forcément un niveau de diplôme tel, mais pour des questions de marché du travail qu'il permet ou d'autres aspects, les employeurs ont une préférence, c'est un tort, on observe ça depuis les années 80, c'est rappelé en effet dans l'article, et on n'a pas résolu le problème. On se dit, bêtement, quand on est employeur, pour un même emploi, avec le même type de profil, je préfère prendre celui qui a un master par rapport à celui qui a un IUT ou un BTS qui pourrait suffire à réaliser le contenu de cet emploi. Et donc les deux effets cumulent. Alors, et sur ce point-là, d'ailleurs, au passage, la CGT, il faut rendre hommage à Grégory Chiatti et à Éric Moulin, qui ont beaucoup milité là-dessus dans le cadre des négociations sur la métallurgie, qui ont suggéré que si la branche reconnaissait le diplôme à un certain niveau dans la classification, eh bien ça empêcherait les entreprises de pratiquer de la surqualification, parce qu'ils seraient obligés de payer au niveau du diplôme et pas seulement de payer au niveau de l'emploi tenu. Et c'est tout à fait intéressant comme idée. Simplement, on est dans la difficulté à ce moment-là de se dire, oui, est-ce qu'on ne crée pas une discrimination entre ceux qui sont diplômés et ceux qui ne le sont pas pour un même emploi tenu? Je ne sais pas si je réponds suffisamment, mais... Oui, Jean-Paul Cadet, effectivement, comme l'a dit Philippe Denimal, on vous lit dans ce numéro d'Options. En entretien avec Christine Lab, vous expliquez que les professions intermédiaires, deux points, déjà se rapprochent désormais des cadres dans leur travail, alors que dans leur salaire, ils restent proches des employés ouvriers. Par ailleurs, ce qui vient d'être dit, et vous allez jusqu'à parler de bulle qualificationnelle. De quoi s'agit-il? Oui, enfin, c'est un peu une image pour montrer ce que pouvait produire un phénomène de surqualification, notamment si bon nombre de personnes titulaires de master sont recrutées sur des emplois de catégorie intermédiaire, et si effectivement il n'y a pas de perspective d'évolution professionnelle qui leur sont offertes. Donc je voulais montrer qu'il y avait un risque un peu de... comment dirais-je, à la fois d'explosion de la bulle et éventuellement aussi d'implosion de la bulle. Par explosion de la bulle, ça pouvait produire effectivement une forme de colère sociale, et par implosion, je voulais dire, ça pouvait éventuellement générer du désarroi, du mal-être et des problèmes de santé. Et donc effectivement... Explosion, implosion, néanmoins pas d'analogie avec les bulles spéculatives. Hein, c'est oui, tout à fait. En fait, je pensais aussi... ce qui s'était passé dans les années 80, les années 90, avec les titulaires de BTS et de DUT, qui étaient employés durablement sur des postes d'ouvriers. Et donc il y a eu des études qui ont montré un peu le mal-être de ces personnes qui étaient recrutées durablement sur des postes qu'ils considéraient, ça ne correspondait pas à leurs aspirations, et il y avait un phénomène de surqualification. Voilà. Donc il me semblait intéressant de pointer ce risque de surqualification en utilisant cette image de la bulle qualificationnelle. Cyril Dalloy sur les bulles qualificationnelles, enfin le phénomène de surqualification, sa traduction dans les classifications. En fait,
je partirais plutôt de la contradiction qu'il y a entre métier et emploi. Parce qu'on laisserait supposer que métier et emploi, il y aurait une forme de transformation, alors qu'en fait, on a une logique d'opposition entre les deux. Métier, on était quand même beaucoup plus attaché à un contenu, à une finalité, et donc à un niveau de qualification qui correspondait justement aux salariés. Et je crois que les professions intermédiaires sont particulièrement symptomatiques de ce virage, en tout cas, qu'on retrouve d'ailleurs en tout cas, c'est ce qui apparaît à l'esprit de la classification sur la métallurgie, mais qui est aussi la même qui est apparue sur le champ ferroviaire, et d'autres aussi, et qui ont tendance à faire école. Et en fait, ce qu'on voit, c'est... Il se trouve, pardonnez-moi, que vous êtes cheminot et que vous avez progressé justement en interne de la SNCF. Ouais. Oui, d'une certaine façon. Je peux être un peu affecté par le sujet, puisque je suis sorti du système scolaire à 15 ans sans diplôme, et au gré de vicissitudes, je suis rentré à la SNCF en tant qu'agent d'exécution, et puis j'ai eu l'occasion de progresser. Donc la progression des carrières, avec l'appui de tout le dispositif qu'il peut y avoir de certification, qualification, et qui permet à un moment donné que la progression de carrière corresponde aussi à une valorisation de notre travail, y compris de sa traduction en salaire, elle est pleine et entière dans ces jeux-là. Et on a plutôt une philosophie d'approche par les familles professionnelles, les métiers, et on voit que la migration vers l'emploi, elle tend en fait à ignorer cette qualification du salarié, à faire revenir ce qui nous pose un problème et ce qui est au cœur du conflit qu'on a sur le travail, c'est revenir une forme d'arbitraire patronal sur le fait qu'il va décider sur un emploi de ce que sont les tâches, de ce que sont le contenu, de ce qu'est le contenu du travail et de la valeur qu'on affecte à ça. Et on voit que quand on bascule vers une migration cadre-non cadre, on a cet effacement qui produit quelque chose de relativement simple, c'est que du coup, il y a une cassure dans les logiques de progression, si je repars de ma situation qui n'est pas singulière, de se dire qu'on peut rentrer dans une entreprise ou dans une activité ou un métier et commencer à évoluer au gré de son expérience, au gré de ses envies aussi, et d'avoir des portes qui s'ouvrent en termes de déroulement de carrière. Ça fait partie des choses qui sont entre guillemets dans le contrat social, qui aujourd'hui tendent à disparaître ou en tout cas à nous être confisquées. Et donc ça traduit quelque chose de problématique, parce qu'une fois qu'on a effacé cette dimension-là et qu'on contribue à effacer les professions intermédiaires, ça produit deux effets en fait. C'est que grosso modo, l'accès sur des collèges cadres devient quasi impossible, et il y a une mise en concurrence qui s'exacerbe entre ouvriers employés et professions intermédiaires, qui du coup, en étant globalisés, font que sur un même poste, sur un même métier, on se retrouve avec des gens plus qualifiés qui sont en concurrence avec des gens moins qualifiés. Et puis sur la partie salariale, il y a quand même de tout ce dispositif, il y a quand même une traduction en termes de salaire. Et on voit que quand on regarde les mesures que fait l'INSEE depuis 25 ans sur l'évolution du salaire moyen par catégorie socio-professionnelle, les grands perdants à ce jeu-là sont les professions intermédiaires, puisqu'on est à hauteur de 14% sur la progression du salaire moyen sur 25 ans pour toutes les catégories de salariés, et les professions intermédiaires sont en total décrochage à 2,4%. Donc on voit la contradiction entre plus d'exigences de qualification, plus de conditions de travail qui s'approchent des cadres, et des conditions salariales réelles qui, pour ce que je viens d'expliquer, mais aussi les phénomènes d'exonération de cotisation qui ont tendance à tirer les salaires vers le bas, en fait, créent une situation de total déclassement pour les professions intermédiaires. Ouais, encore un mot justement sur ces grands chiffres et ces grandes dynamiques. Il se trouve que, on l'a dit, les professions intermédiaires sont le deuxième groupe socio-professionnel actuellement. En fait, la courbe de la proportion d'ouvriers et celle des professions intermédiaires, elle se croise dans la seconde moitié des années 2000, symbole certainement de la tertiarisation. Aujourd'hui, il y a donc plus de professions intermédiaires que d'ouvriers en France, à plus d'un quart, on l'a dit, de la population en emploi. C'est presque autant que le groupe employé, et on y viendra nettement plus en détail plus tard dans la journée, mais dans le groupe profession intermédiaire, il y a plus de femmes que d'hommes. Un mot là-dessus, particulièrement sur les salaires. Ouais. Ce qui est, en fait, si on voulait le traduire de manière un peu simple, sans être simpliste, quand vous regardez aujourd'hui les secteurs qui sont le plus contributifs à la richesse nationale, donc au PIB, vous avez deux secteurs qui sortent en avant. Le premier, qui pèse 56% du PIB, c'est le secteur marchand, et qui intègre largement la tertiarisation, le secteur tertiaire.
c'est un secteur où les professions intermédiaires passent les 42% de l'effectif salarié. Deuxième secteur, ça peut être même contre-intuitif, c'est l'ensemble des administrations, l'enseignement, le secteur du social et de la santé. Donc là où on nous apprend régulièrement que c'est des secteurs qui coûtent, c'est le deuxième secteur, c'est-à-dire qu'1 euro sur 5 de PIB est produit par ces secteurs à vocation d'utilité sociale. Et là encore, on est pour les professions intermédiaires à plus de 40%. C'est des secteurs qui sont évidemment où les femmes sont surreprésentées, notamment chez les professions intermédiaires, et qui, ce sera l'objet de la 3e table ronde cet après-midi, mais qui vivent plusieurs injustices. C'est pour ça qu'on a appelé la femme profession intermédiaire la triple peine. C'est que du coup, on a, si je traduis ça concrètement, les professions intermédiaires, là où elles sont logées aujourd'hui, c'est très valable parce qu'elles sont très qualifiées, c'est très rentable parce qu'elles ne sont pas beaucoup payées, et elles sont ultra adaptables aujourd'hui compte tenu de toutes les évolutions qu'on connaît dans le monde du travail. Alors est-ce que justement, Philippe Denimal, contrairement à Lugicte, est-ce que vous séparez nettement la notion de qualification de la personne et de qualification de l'emploi? Oui, alors oui, non, je ne sais pas. Mais en effet, la notion de qualification, il faut effectivement clarifier, parce que ce que le Code du travail ne fait pas, entre la qualification de l'emploi et la qualification de la personne. Déjà, là-dessus, on peut être d'accord. C'est-à-dire l'idée que la qualification de l'emploi, c'est les connaissances, compétences, diplômes requis pour réaliser un emploi, pour tenir un emploi. La qualification de la personne, c'est le diplôme de la personne tel qu'il le possède. Mon diplôme en je ne sais quoi. Et donc, voilà, il faut décrypter dans le Code du travail quand on parle de l'un ou quand on parle de l'autre. Parfois c'est facile, parfois c'est moins facile. Et ça nous amène à la question en effet du lien avec la politique. Dans le cadre de la politique de rémunération, ça paye quoi la qualification? La qualification de l'emploi devrait payer ce qui est reconnu par la classification, le minimum salarial dans la classification. La qualification de la personne, c'est moins vrai parce que c'est moins vrai, ça dépend de la posture qu'on adopte, parce que c'est la question que j'évoquais tout à l'heure de l'éventuelle surqualification. Les emplois qui sont, qui sont occupés par des personnes diplômées au-delà du requis, qu'est-ce qu'on reconnaît? Et si on reconnaît le diplôme, on va se retrouver dans la situation avec des emplois tenus par les uns avec diplômés, par les autres non diplômés, et ça pose un problème d'équité évidemment, dans une logique de reconnaissance des contenus d'emploi, et pas autre chose. Est-ce que vous qui, justement, notamment dans votre dernier livre, avancez l'idée d'une classification qui doit être repensée, qui doit être équitable, ça comporte beaucoup d'individualisation. Est-ce qu'on n'a pas des risques à se passer de certaines garanties collectives, Philippe Denimal? La classification est bien une garantie collective. Pas d'ambiguïté là-dessus. Il faut que ça le reste. Et c'est pas seulement parce que c'est historique en France et qu'on peut parler des décrets Millerand 1919 ou même avant, du rôle du Front populaire et je passe sur les détails, mais qu'on connaît bien ici, Ambroise Croizat en particulier, Alexandre Parodi. Alexandre Parodi et Ambroise Croizat à la Libération. Bref, il y a tout un passé en France qui fait naître et qui, encore aujourd'hui, fait perdurer, par chance, les grilles de classification. Elles ont ce caractère de garantie collective, ça ne fait pas l'ombre d'un doute et c'est très important. C'est très important parce que ça crée un équilibre en matière de politique de rémunération entre les différents outils et les différents dispositifs qui sont à la disposition des entreprises. Autrement dit, on a une grille de classification conventionnelle qui s'impose et qui reconnaît le contenu du travail, et on a d'autres dispositifs d'appréciation individuelle, par exemple, qui sont du ressort des entreprises. Mais précisément, cette articulation-là, elle doit être efficace, elle doit être pertinente. Elle ne doit pas donner trop d'importance à l'appréciation individuelle qui nécessairement est plus subjective, même si on a des moyens pour la rendre un peu objective, elle est plus subjective que les dispositions d'ordre conventionnel. Parce que, contrairement, un peu à ce que j'entendais tout à l'heure, l'employeur ne décide pas de l'évaluation de l'emploi. On a, dans la plupart des négociations, des classifications de branches désormais,
une logique qui s'appuie sur des critères classants, qui explique, qui ne justifie pas, qui explique le pourquoi du comment d'une hiérarchie salariale. Et ça, ce sont des éléments qui viennent objectiver l'évaluation de l'emploi. Bien sûr, rien n'est parfait. Bien sûr, il y a des marges de manœuvre. Bien sûr, il y a une forme d'arbitraire ici ou là. Bien sûr, ça peut être mal appliqué. N'empêche que, dans le texte, et dans le texte de la métallurgie en particulier, quand on parle d'évaluation du travail réellement effectué, combiné à des critères avec des degrés et un glossaire et un guide paritaire qui permet l'application de cette grille, on borde les choses. On les borde peut-être pas suffisamment. On n'a pas été assez dans le sens de revendication de la CGT ou d'autres. C'est possible, c'est le résultat d'une négociation. Il semble que non, puisque la CGT ne l'a pas signé. C'est ça. Ouais. Et c'est le résultat d'une négociation. Moi, en tant qu'intervenant, quand les signatures sont nombreuses en bas d'un accord de classification, je suis ravi. Quand elles sont moins nombreuses, je suis moins ravi. Mais voilà, l'idée, c'est évidemment la classification, c'est le résultat d'une négociation. Philippe Diribarne. Oui, je crois, il y a une grande question, disons, quand on parle du contenu réel du travail. Parce qu'il y a un aspect technique et puis il y a un aspect d'autonomie de décision. Il y a tout un travail, toute une évolution, disons, dans l'évolution à la fois des procédures, des moyens de contrôle, de l'informatique permettant de savoir ce que font réellement les gens, etc., qui a tendu à diminuer dans beaucoup d'endroits l'autonomie de décision. Vous prenez par exemple, je sais pas, un directeur d'une petite agence bancaire qui autrefois connaissait ses clients, savait quand il s'agissait d'accorder ou ne pas accorder un prêt, qui était ce client, s'il était sérieux, fiable, etc. Maintenant, il est totalement dépossédé de ça. Le dossier est envoyé à un service informatique qui va le traiter au siège et qui va décider de savoir si ce client est fiable ou pas. Alors, une grande question là-dessus, c'est tout le jeu qui se passe entre l'autonomie de décision réelle et l'autonomie de décision théorique. La question se pose quand les procédures ne marchent pas. Et en fait, il y a des tas de situations dans lesquelles les concepteurs de procédures ont conçu des choses géniales et dans lesquelles, finalement, et en particulier les gens des professions intermédiaires sont un peu ramenés au stade des exécutants, pour prendre un terme fort péjoratif, mais dans lequel, en fait, l'inadéquation des procédures par rapport aux situations réelles de gestion font que ceux qui ont à les mettre en œuvre, théoriquement en les respectant à la lettre, en fait, ne permettent à la situation de marcher que en se débrouillant avec. Enfin, on connaît la grève du zèle qui permet de tout arrêter. Et donc, alors, la question, il me semble qu'une grande question, est de reconnaître le type de qualification qui correspond en fait que l'on va transgresser la manière théorique de fonctionner. Finalement, est-ce que c'est quelque chose de respectable qu'il faut valoriser, reconnaître et financer, ou au contraire quelque chose qu'il faut pourchasser et essayer d'introduire, d'interdire? Si on revient à nos professions intermédiaires et puis sur votre notion de déclassement, vous insistez dans ce livre, Le Grand Déclassement, sur une culture aristocratique qui serait, selon vous, toujours présente en France et qui amènerait un attachement au statut. Quel écho vous voyez de cela dans les questions des professions intermédiaires? Et puis est-ce que cette analyse que vous donnez ne tendrait pas plutôt vers le sentiment de déclassement que vers une objectivité du déclassement? Il y a à la fois une objectivité du déclassement dans le rapport, enfin, on a parlé entre formation, niveau formation d'emploi. Il y a une objectivité du déclassement dans la perte d'autonomie reconnue, disons, aux gens qui, de cadres, se sont transformés, disons, en exécutants. Il y a également, disons, un sentiment, disons, qu'il y a ça. Alors, disons, sur l'aspect, si vous voulez, aristocratique de la société française, la société française reste attachée à tous les niveaux, si vous voulez. On a parlé au XIXe siècle d'aristocratie ouvrière. Donc, cette idée, si vous voulez, aristocratique n'est pas quelque chose qui est seulement dans les couches supérieures de la société. Moi, je me souviens, dans une enquête que je faisais à l'usine de Flins,
dans lequel je parlais avec un ouvrier professionnel qui lui-même, me parlant des OS, me disait mais le problème avec les OS, c'est que je ne peux pas parler avec eux comme nous parlons, vous et moi. Donc on voyait, pour lui, vraiment, lui et moi, nous étions dans une même catégorie de gens experts, disons, dans quelque chose, et au contraire, il renvoyait l'OS à une sorte d'élément extérieur. Alors c'est quelque chose qu'on a, bien sûr, qui ne vous concerne pas directement, mais qu'on a revu beaucoup à propos de tous les emplois qui ont été célébrés au moment du Covid, et puis qui ensuite sont en quelque sorte retournés au néant. Jean-Paul Cadet, une réponse à tout ce qui a été dit. Finalement, les professions intermédiaires, elles sont un bon indicateur de l'évolution du travail en général. Je le pense, oui, tout à fait. Disons, on peut citer quelques évolutions. Déjà, les professions intermédiaires reflètent bien, me semble-t-il, l'enjeu autour de la reconnaissance sociale, mais aussi symbolique, au fait, effectivement, c'est important. Et le problème que pose le déficit de reconnaissance dans nombre de métiers. Je pense aussi, c'est un peu en écho par rapport à ce qui a pu être dit, je veux dire, je pense aussi que les professions intermédiaires illustrent bien la tension qui existe entre appel à l'autonomie, appel à la prise d'initiative, à la prise de responsabilité. Souvent les professions intermédiaires, il y a un peu ce discours qui leur est adressé, et en même temps des formes de contrôle qui réapparaissent, qui sont renouvelées, notamment à travers les outils numériques et la gestion par les indicateurs de performance. Ensuite, les professions intermédiaires, mais ça a été dit, je ne vais pas trop développer, mais ça illustre aussi un peu les critiques qui sont adressées à l'égard du métier, avec l'idée d'une montée en interconnexion, en connexion des différentes activités de travail, les différents métiers doivent s'interpénétrer, etc. Donc ça illustre bien avec tout ce que ça produit comme dispersion professionnelle, et aussi comme brouillage des identités professionnelles. Voilà. Ensuite, après, comme je l'ai déjà indiqué, je veux dire, les professions intermédiaires reflètent aussi bien les grandes transformations du travail à l'heure actuelle, puisqu'ils sont en première ligne en ce qui concerne l'automatisation, la digitalisation, et aussi ils sont vraiment impactés par toutes ces réformes qui visent à managérialiser le travail, c'est-à-dire à le transformer sous la forme d'une gestion par les chiffres, par les indicateurs de performance. Voilà, donc je pense que les professions intermédiaires sont un bon analyseur des transformations du monde du travail, quoi. Cyril Dalloy, un mot pour finir peut-être sur des perspectives syndicales de votre côté, et en particulier ce que vous décriviez sur une façon de s'attaquer aux idées d'extrême droite, en fait, par ce sujet-là. On est clairement, avec les professions intermédiaires, au cœur de ce qui fait la dévalorisation. Alors, c'est pas exclusif aux professions intermédiaires, mais encore une fois, elles sont particulièrement ciblées. Quand on regarde dans la logique de transformation, et je repars de ce que disait Philippe Denimal sur le fait qu'il y avait un certain nombre de garanties, notamment, et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec les critères classants. Si je prends la convention collective que je connais bien, qui est celle du ferroviaire, qui s'est travaillée sur la base justement de la méthode A, critères classants plus système de cotation, donc qui est très comparable, très proche de ce qu'a fait la métallurgie, même si nous on n'a pas fait disparaître, le champ professionnel n'a pas fait disparaître les professions intermédiaires, puisqu'elles sont encore répertoriées dans les catégories. Il y a des dispositions clairement écrites qui disent que n'importe quel employeur du champ du ferroviaire peut, en dehors du système classant, créer des nouveaux emplois au nom de la polyvalence. C'est-à-dire que là où on pourrait précédemment se contenter de la nomenclature des emplois tels qu'ils existent avec les critères classants, dès aujourd'hui, les employeurs ont le choix de se dire je veux un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et revenir à l'exemple du ferroviaire, de se dire là où on sort de la logique des métiers, c'est-à-dire que les contrôleurs français, effectivement,
ont une forte culture de ce que ça veut dire être contrôleur, et je développe pas, mais ça mériterait aussi d'aller un peu plus loin sur la technicité, la complexité et la combinaison de tout un tas de savoir-faire. Et à côté, peut-être une autre culture du travail qui fait qu'on est dans une logique plus d'emploi, où là on peut, au choix encore une fois, de l'employeur, décider de l'ensemble des missions qu'on peut mettre dans un emploi, dans un poste, en sachant qu'on ne peut pas sortir cette réflexion de la confrontation qu'on a en permanence avec, je simplifie, travail-capital. Parce que l'enjeu, il est aussi la productivité, il est aussi la rentabilité. Et donc, toutes ces transformations, elles ont une finalité. Elles n'ont pas la finalité d'améliorer les conditions de vie et de travail et de faire de l'économie, en tout cas, un ressort pour que les sociétés aillent mieux, mais plutôt un enjeu on est dans une compétition ouverte et donc il faut de toute façon que notre travail soit le plus rentable possible. Et là, en l'occurrence, les professions intermédiaires payent très cher ce tribut-là. C'est pour ça que cette journée-là et la démarche qu'on a vis-à-vis d'elle, elle a vocation, en tout cas, à rétablir. Je repars de ce qui a été exprimé lors du dernier baromètre tech qu'on a fait, donc qui était en 2024, où on avait, en plus des questions habituelles, on pose des questions d'actualité. Et donc on avait posé la question aux professions intermédiaires qui étaient interrogées, comment elles se différenciaient des ouvriers et employés, et comment elles se différenciaient des ingénieurs et cadres. Et en fin de compte, ce qui ressort, c'est qu'il y a une très forte adaptabilité et il y a une très grande proximité avec finalement l'encadrement. Mais là où elle s'identifie indépendamment des autres catégories, c'est sur le fait que dans 63% des répondants considèrent qu'elle participe à faire prendre les décisions dans l'entreprise ou l'administration. 78% d'entre elles aident en fait les équipes à prendre des décisions et à réaliser leur travail. Et pour 91% d'entre elles, elles estiment qu'elles ont une expertise singulière qui n'est ni celle des cadres ni celle des ouvriers employés, et donc en l'occurrence elles ont une vraie identité professionnelle de ce point de vue-là, même si à l'intérieur des professions intermédiaires il y a un panel de métiers et de professions très variés. Donc nous, l'enjeu, c'est de rétablir l'intégralité de ce monde du travail, de le faire réapparaître avec ses exigences. On aurait tendance à faire un parallèle avec ce qu'on a négocié en 2020 avec l'accord national interprofessionnel de l'encadrement, qui sanctuarise entre guillemets des garanties à partir du moment où, là en l'occurrence, on peut encore échapper à l'arbitraire patronal, de se dire t'es cadre mais tu n'auras pas les garanties, ou alors je te mets un boulot qui est de cadre dans le contenu mais tu n'auras pas le statut. Et encore une fois, le statut, c'est pas un graal en soi, c'est qu'aujourd'hui dans notre société, le statut, c'est ce qui permet d'accéder aux garanties et à un certain niveau de vie. Donc l'enjeu syndical, pour nous, il est clairement d'aller sur ce terrain-là. Voilà, le débat continue toute la journée. Merci à vous quatre, Cyril Dalloy, Jean-Paul Cadet, Philippe Diribarne et Philippe Denimal. Merci à vous dans le public, ici dans le patio de la CGT à Montreuil, et à vous qui nous écoutez à l'autre bout du câble. Si vous nous écoutez en podcast ou en vidéo, abonnez-vous gratuitement à ces émissions et partagez-les autour de vous. On se retrouve au second épisode pour aborder plus précisément ces questions de diplôme et de qualification. Salut!